Août 1938, des planificateurs SS se tiennent devant une carrière de granit dans les Alpes autrichiennes et n'y voient pas de la pierre, mais une arme. En quelques mois, ce flanc de colline pittoresque devient ce que les historiens appelleront l'un des camps de concentration les plus brutaux du système nazi. Ici, les prisonniers ne font pas que mourir. Ils sont broyés, réduits en poussière, forcés de porter des pierres pesant de 14 à 20 kilos, parfois plus, sur 186 marches, jusqu'à ce que leur cœur explose. En haut, les gardiens les poussent en arrière dans l'abîme. Les SS l'appellent l'escalier de la mort. Les survivants l'appellent exactement ce pourquoi il a été conçu, un appareil de mise à mort déguisé en travail. Vous savez, Auschwitz, vous connaissez les statistiques, les chambres à gaz, l'échelle industrielle du meurtre. Mais Mauthausen fonctionnait selon un principe totalement différent. Ce n'était pas une usine de mort immédiate. C'était une carrière de granit transformée en site d'exécution au ralenti, où le travail lui-même était l'arme. Là où chaque déplacement, chaque pas, chaque coup de pioche était calculé pour détruire le corps humain. Le camp fournissait la pierre nécessaire aux grandes fantaisies architecturales d'Hitler. Mais sa production réelle en souffrait. Méthodique, conçue, sans relâche. Aujourd'hui, nous franchissons les portes. Nous descendons ces 186 marches. Nous allons rencontrer les hommes qui ont conçu cette horreur et les prisonniers qui y ont miraculeusement survécu. Parce que Mauthausen n'était pas seulement pire que vous ne le pensez. La logique qui le sous-tendait était plus calculée, plus délibérée que ne le laissent entendre les gros titres. Et comprendre comment cela fonctionnait, comment des êtres humains ont bâti une architecture de la souffrance pour briser d'autres êtres humains, est la seule façon de s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Voici l'histoire de Mauthausen. La ville de Mauthausen se trouve à environ 20 km, soit à peu près 12 miles, à l'est de Linz, en Autriche, le long du Danube. Une campagne magnifique, des collines ondulantes, et sous ces collines, l'un des granites les plus durs d'Europe. C'est cela qui a attiré l'attention des SS au début de 1938, quelques semaines seulement après l'annexion de l'Autriche par Hitler. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, ne voulait pas seulement des camps de concentration pour emprisonner les ennemis. Il voulait qu'ils soient des opérations rentables et autonomes, capables de financer l'Empire SS tout en éliminant ceux jugés indignes de vivre. C'est ainsi qu'est née la Deutsche Erd- und Steinwerke, GmbH, la société allemande des terres et des pierres, une entreprise détenue par les SS chargée d'extraire le granit pour construire les villes rêvées d'Hitler. Berlin, Nuremberg, Linz, chaque monument, chaque boulevard, chaque palais à colonnes dans la vision du Führer nécessitait de la pierre. Des millions de tonnes de pierre. Et Himmler comprit qu'il disposait d'une main-d'œuvre illimitée. Des prisonniers. Des personnes que le régime avait déclarées sous-humaines, jetables. Alors, ils ont construit Mauthausen. La construction a commencé en août 1938. Les premiers détenus sont arrivés de Dachau. Environ 300 prisonniers, des ennemis politiques autrichiens du Reich. Ils n'ont pas construit les baraquements en premier. Ils ont construit l'infrastructure de la carrière, les voies ferrées, les systèmes de grues, le célèbre escalier taillé directement dans la falaise. 186 marches, irrégulières, raides, conçues sans aucun égard pour l'anatomie humaine. Parce qu'il ne s'agissait pas d'efficacité. Si cela avait été le cas, ils auraient utilisé des camions ou des systèmes de convoyeurs, comme toute opération industrielle normale. Les marches étaient le but. La souffrance était le produit. À la fin de 1938, le camp abritait environ 1000 prisonniers. Ce nombre a explosé rapidement en 1939 et n'a cessé de croître. Au 1er janvier 1945, le camp principal comptait 73 351 prisonniers, avec des dizaines de milliers d'autres dispersés dans des dizaines de sous-camps. Au cours de toute la période d'activité du camp, environ 200 000 personnes y ont été emprisonnées. Mais Mauthausen n'était pas comme les autres camps de concentration. Il portait une désignation spéciale, catégorie 3. Les camps de grade 3,
étaient réservés aux ennemis politiques incorrigibles du Reich, des personnes que les nazis considéraient comme irrécupérables, qu'il ne restait plus qu'à détruire. C'était la classification la plus sévère du système concentrationnaire, une condamnation à mort avant même votre arrivée. Le 9 février 1939, Franz Sieré devint le commandant du camp, un poste qu'il occuperait jusqu'à la fin. Il avait parfaitement compris sa mission. Il ne dirigeait pas une prison. Il dirigeait une installation d'extermination déguisée en camp de travail. Et le génie terrifiant, c'est que le travail lui-même tuait. Pas besoin de fusillades de masse qui traumatisèrent les gardiens. Pas besoin de chambres à gaz. Du moins, pas au début. Juste du travail brutal, la faim, des rations et de la pierre. Des blocs de granit de 15 à 20 kilos, parfois plus lourds, portés sur 186 marches. 12 heures par jour, tous les jours, jusqu'à ce que ton corps lâche. Les SS calculaient les mathématiques de la mort. Ils savaient exactement combien de calories un être humain avait besoin pour survivre à un travail pénible. Puis, ils fournissaient délibérément des rations insuffisantes. Ils savaient combien de poids un homme mal nourri pouvait porter avant que sa colonne vertébrale ne se comprime. Ils lui en faisaient porter davantage. Ils savaient que le cœur humain ne pouvait pas supporter une telle charge de travail en état de famine. Les rations. Et ils observaient l'échec, le documentaient, ajustaient les quotas pour maximiser la mortalité, tout en maintenant juste assez de survivants pour que l'opération continue. Mais la cruauté n'était pas aléatoire. Elle était bureaucratique, budgétisée. En 1940, Mauthausen était devenu un centre de profit pour la SS. Le granit affluait vers Berlin, les corps s'entassaient dans des morgues de fortune, et la paperasse, la méticuleuse paperasse nazie. Tout était suivi à la trace. Une seule facture pour les expéditions de pierre. Un certificat de décès tamponné « insuffisance cardiaque », alors que tout le monde savait qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Des reçus pour le Zyklon B. Des dossiers du personnel pour les gardiens. Tout l'appareil du génocide était classé et recoupé. Ce qui allait se passer ensuite allait prouver que Mauthausen n'était pas seulement un lieu de travail forcé et de mort. C'était un laboratoire de cruauté. Imaginez que vous êtes dans un train. Un wagon à bestiaux, tellement bondé que vous ne pouvez ni vous asseoir, ni respirer. Le trajet depuis l'endroit où l'on vous a arrêté, à travers l'Autriche et l'Europe occupée, incluant de nombreux républicains espagnols déportés via la France, dure des jours. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de toilette. Des gens s'effondrent, meurent debout, maintenus droits par la foule. Puis le train s'arrête. Les portes coulisses s'ouvrent. Chiens, aboiements, claquements de fouet. Vous êtes à Mauthausen. Le processus d'arrivée était conçu pour vous désorienter et vous briser immédiatement. Les gardes hurlaient des ordres contradictoires. Avancez plus vite, restez immobiles, les yeux baissés, regardez-moi. Si vous hésitiez, les chiens vous dévoraient. Si vous vous déplacez trop lentement, les crosses de fusil vous fracturaient les côtes. Ce n'était pas le chaos. Il s'agissait d'une démolition psychologique orchestrée. 10 minutes après votre arrivée, vous avez compris que vous n'aviez aucun droit. Ton nom ne signifiait rien. Ta vie d'avant était effacée. Puis venait l'enregistrement. Tu te tenais nu pendant que les employés SS notaient tes informations. Nom, date de naissance, crime, généralement ennemi politique ou indésirable racial. Ils t'attribuaient un numéro. Ce numéro remplaçait ton identité. Un triangle cousu sur ton uniforme rayé indiquait ta catégorie. Rouge pour les prisonniers politiques, vert pour les criminels. Rose pour les homosexuels. Noir pour les asociaux, les sans-abri, les malades mentaux. Étoile de David jaune pour les juifs. Ces triangles déterminaient tout. L'affectation à la baraque, le travail attribué, tes chances de survie. Les juifs et les prisonniers de guerre soviétiques recevaient le pire traitement. Les SS ne s'en cachaient pas. Après l'enregistrement, ils te rasèrent la tête, prenaient tes vêtements, te donnaient un uniforme si tu avais de la chance. Beaucoup de prisonniers ne portaient que de minces pyjamas rayés, même pendant les hivers autrichiens,
quand les températures descendaient en dessous de zéro. Des sabots en bois à la place des chaussures, pas de sous-vêtements, pas de chaussettes. Vous avez été conduits à votre caserne. De longs bâtiments en bois conçus pour 300 personnes, mais abritant 800 personnes. Des lits superposés par 3, espacés d'à peine 60 cm. Vous partagiez une planche de bois avec 5 autres hommes. Pas de matelas. Une couverture fine pour 3 personnes. Ensuite vint la nourriture, ou ce qu'ils appelaient nourriture. Petit déjeuner, café léger, parfois accompagné d'un morceau de pain. Déjeuner dans la carrière, soupe légère, peut-être avec une peau de pomme de terre qui flotte dedans. Le dîner, c'était pareil, des rations au niveau de la famine. Pendant ce temps, vous brûliez des milliers de calories à transporter du granit. Le calcul était simple. Votre corps se dévorait lui-même. La graisse disparaissait d'abord, puis les muscles. En quelques semaines, les prisonniers devenaient ce que les Allemands appelaient des Muselmänner, des cadavres ambulants. Tellement émaciés qu'ils traînaient les pieds au lieu de marcher, les yeux vides, l'esprit fuyant la réalité. Mais la véritable destruction avait lieu dans la carrière. Chaque matin à 4 heures, des sirènes vous réveillaient en hurlant. Appel à 4h30, debout en formation, quel que soit le temps, sous la pluie, la neige ou le brouillard glacial venu du Danube. Vous restiez debout pendant des heures, pendant que les officiers SS comptaient et recomptaient, cherchant la moindre anomalie. Si quelqu'un était mort pendant la nuit, et c'était toujours le cas, le corps était traîné dehors et redressé pour maintenir le compte. Vous vous teniez à côté de cadavres. C'était normal. Puis la marche vers la carrière. Après 15 minutes de marche en descendant un sentier escarpé jusqu'aux carrières de pierre situées en contrebas du camp, on pouvait apercevoir les escaliers d'en haut, 186 marches taillées dans la falaise. Hauteur irrégulière, environ 20 cm, environ 12. Assez large pour une personne. Dans la fosse, les travaux commencèrent immédiatement. Forage, martelage, détacher des blocs de granit massif. Le bruit était assourdissant, la poussière vous remplissait les poumons. Et puis le pire, chargement de la pierre. Les SS forcèrent les prisonniers à porter des blocs, pesant généralement entre 13 et 20 kilos. Certains étaient pourtant contraints de transporter des pierres bien plus lourdes. Vous hissiez la pierre sur vos épaules et commenciez à grimper. 1 marche, 2 marches, vos jambes brûlaient. 10 marches, 20, votre vision se troublait. 50 marches, votre cœur battait contre vos côtes comme s'il allait exploser. 100 marches, vos genoux fléchissaient. Les gardes hurlaient, les chiens aboyaient férocement. Si vous trébuchiez, le prisonnier derrière vous pouvait tomber à son tour, provoquant une réaction en chaîne. Des hommes dévalaient en arrière, le granit écrasant crâne et colonne vertébrale. Les SS appelaient cela des accidents, mais parfois, ce n'en était pas un du tout. La documentation commémorative et les témoignages de survivants décrivent comment les gardes sélectionnèrent des prisonniers au hasard, le plus souvent des juifs, et leur ordonnaient de porter des pierres, bien trop lourdes pour être transportées. Puis ils observaient. Ils attendaient. Quand les jambes des prisonniers cédaient enfin, les gardes les repoussaient en arrière d'un coup de pied, ou se contentaient de les pousser. Le prisonnier dévalait les marches, percutant les autres, les os se brisant sur le granit. Arrivés en bas, les gardes ordonnaient à d'autres prisonniers de remonter le corps, puis de le jeter à nouveau. Les SS appelaient cela le saut en parachute, Fallschirmspringer en allemand. Des témoins ont plus tard témoigné que les marches étaient glissantes de sang et de chair humaine. On ne pouvait pas éviter de marcher dedans. Cela arrivait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et si vous surviviez à la carrière, vous retourniez au camp pour l'appel du soir. Encore une fois. Encore 1 heure, debout en rang, puis votre ration de soupe, puis la baraque, puis le sommeil, si l'on peut appeler cela ainsi. Allongé sur des planches de bois, entouré d'hommes gémissants et mourants. L'odeur de la dysenterie et de la mort était écrasante. Les poux rampaient partout, propageant le typhus. Chaque matin, le surveillant de la baraque enlevait les morts. Parfois 10 corps, parfois 30. C'était la chaîne. Vous arriviez,
On vous dépouillait de votre identité. On vous nourrissait juste assez pour travailler, mais pas assez pour survivre. Vous travailliez jusqu'à ce que votre corps lâche, puis on se débarrassait de vous. Et tout le processus était documenté, classé, rapporté à Berlin, avec une précision bureaucratique. Mais la carrière n'était pas la seule façon dont Mauthausen tuait. Si les escaliers étaient la caractéristique la plus infâme de Mauthausen, les autres méthodes de meurtre du camp étaient tout aussi calculées. Et encore plus sadiques. Les SS ne voulaient pas seulement la mort. Ils voulaient le spectacle, la terreur, une démonstration de domination totale qui écraserait toute pensée de résistance. Commençons par les sites d'exécution dans le camp. Les SS procédaient à des fusillades officielles contre les murs de la cour, organisaient des meurtres délibérés. Les prisonniers sélectionnés pour l'exécution étaient conduits dehors, alignés, puis abattus d'une balle dans la nuque par des bourreaux SS désignés, parfois individuellement, parfois en groupe. Entre 1941 et 1945, des milliers de personnes sont mortes de cette façon. Les gardiens en plaisantaient, tenaient des comptes. Certains prisonniers étaient exécutés pour des infractions aussi mineures que la possession d'un morceau de pain supplémentaire. D'autres, simplement parce qu'il fallait libérer de la place dans leur baraquement. Il y avait aussi le bunker, une prison dans la prison. Des cellules de pierre sous le camp principal, où les SS détenaient les prisonniers en attente d'exécution ou subissant des interrogatoires renforcés. De la torture, tout simplement. Des hommes étaient suspendus par les poignets, les bras tordus dans le dos, provoquant des luxations des épaules. D'autres étaient battus avec des barres de fer, fouettés, affamés dans l'obscurité pendant des semaines. Mais les meurtres les plus méthodiques avaient lieu au sous-sol du crématorium. Là, les SS, ils ont construit ce qu'ils appelaient une station de mesure, un Genickschusssanlage, une installation de tir sur la nuque. Les prisonniers étaient amenés un par un, et on leur demandait de se tenir debout contre une toise, soi-disant pour vérifier leur taille. Derrière le bâton se trouvait une fente dans le mur. De l'autre côté, un SS armé d'un pistolet. Le prisonnier ne l'a pas vu venir. Une balle a traversé les fondations de l'école, un corps a été traîné dehors, et un autre prisonnier a été amené à l'intérieur. Efficace, brutal. La cruauté de Mauthausen s'étendait aux expériences médicales. Les médecins SS pratiquaient des interventions chirurgicales sans anesthésie, amputation. Ils ont infecté des prisonniers avec des maladies pour étudier leur évolution. On leur a injecté des drogues expérimentales. Les prisonniers n'étaient pas des patients, il s'agissait de sujets d'expérience. Jetables. Si vous vous retrouviez à l'infirmerie, c'est que vous n'étiez pas soigné. Tu attendais la mort. Ou être tué. Les SS procédaient régulièrement à des sélections à l'infirmerie en retirant les prisonniers jugés trop malades pour travailler. Ces prisonniers étaient emmenés à la chambre à gaz. Oui, Mauthausen avait une chambre à gaz. La construction a commencé à l'automne 1941. Les premiers meurtres ont eu lieu en mars 1942. Elle a été construite au sous-sol de l'infirmerie, déguisée en salle de douche. Des murs carrelés, des pommes de douche fixées au plafond. Non fonctionnelles, purement décoratives. On disait aux prisonniers qu'ils allaient être désinfectés, on les déshabillait, puis on les entassait à l'intérieur. La porte était scellée. Ensuite, les gardes SS jetaient des pastilles de Zyklon B par une bouche d'aération, le même poison utilisé à Auschwitz. La mort survenait en 10 à 15 minutes. Agonisant. Les corps griffaient les murs, les ongles laissaient des traces sur les carreaux. Ensuite, des prisonniers du Sonderkommando, le commando spécial de travail, traînaient les corps jusqu'au crématorium voisin, les brûlaient, puis jetaient les cendres dans le Danube, ou les répandaient sur les routes du camp, effaçant les preuves, effaçant les personnes. Entre 1942 et 1945, au moins 3500 prisonniers ont été assassinés dans la chambre à gaz. Mais ce chiffre est sous-estimé. Les archives ont été détruites. Les témoins ont été tués. Le nombre réel ne sera peut-être jamais connu. Et puis, il y avait l'hiver. Les hivers autrichiens étaient brutaux.
Les températures plongeaient en dessous de zéro. La neige s'accumulait sur plusieurs pieds de hauteur. Mais le travail ne s'arrêtait pas. Les prisonniers continuaient de marcher vers la carrière dans leurs uniformes légers et leurs sabots en bois. Ils continuaient de transporter des pierres en montant les escaliers couverts de glace. Si vous glissiez, et tout le monde glissait, vous tombiez en arrière dans la masse de prisonniers en dessous. Les engelures étaient universelles. Les doigts devenaient noirs. Les orteils tombaient. Les SS ont utilisé le froid comme une arme. Les gardes forcèrent les prisonniers à rester dehors pendant l'appel, pendant des heures, parfois 5, 6 heures, sous la pluie glacée ou la neige. L'hypothermie s'installait. Des hommes s'effondraient, mouraient debout. Et si vous essayiez de vous réchauffer, si vous vous blottissiez contre d'autres pour avoir chaud, les gardes vous arrosaient avec des lances à incendie, de l'eau glacée par des températures en dessous de zéro. Vos vêtements gelaient et devenaient rigides. Votre peau collait au tissu. Enlever l'uniforme plus tard arrachait la chair. Ce n'était pas de la négligence. C'était délibéré. En 1943, Mauthausen avait perfectionné une architecture du meurtre qui ne nécessitait aucun coup fatal unique. La carrière détruisait les corps, la faim des esprits affamés. Les maladies se propageaient sans contrôle. Les exécutions éliminaient les récalcitrants. Les chambres à gaz géraient le surplus. L'hiver achevait ceux qui restaient. Et à travers tout cela, la paperasse ne s'arrêtait jamais. La SS documentait tout. Formulaire d'admission, certificat de décès, livraison de Zyklon B, facture de carburant pour le crématorium. Mais même les machines tombent en panne, surtout lorsque les personnes à l'intérieur décident de se rebeller. La résistance à Mauthausen était presque impossible. La classification de catégorie 3 du camp signifiait une surveillance maximale, une brutalité maximale, une punition maximale pour la moindre infraction. Mais l'impossible n'a jamais arrêté, des gens désespérés. Et sous la surface, les prisonniers s'organisaient. Cela a commencé par de petits réseaux de communication entre les baraquements. Les prisonniers politiques, en particulier les républicains espagnols et les communistes autrichiens, formaient le noyau. Ces hommes avaient déjà combattu le fascisme pendant la guerre civile espagnole. Ils comprenaient l'organisation clandestine. Ils ont créé un comité clandestin opérant dans le secret absolu. Leurs objectifs n'étaient pas grandioses. Survivre avant tout, l'entraide. Partager des rations de nourriture supplémentaires quand c'était possible. Se prévenir mutuellement des sélections des SS. Documenter les atrocités pour une justice future. Et ils sabotaient. Les prisonniers travaillant à la carrière endommageaient délibérément le matériel. Les foreuses à granit tombaient accidentellement en panne. Les câbles des grues s'effilochaient à des moments suspects. Les cargaisons de pierres à destination de Berlin arrivaient fissurées et inutilisables. Les SS soupçonnaient un sabotage, mais ne pouvaient pas le prouver sans enquêtes approfondies. Cela aurait ralenti la production. Alors la rébellion silencieuse a continué. De petits actes, de minuscules défis, mais ils comptaient. Ils rappelaient aux prisonniers qu'ils étaient encore humains, encore capables de choisir. En 1944, le réseau de résistance s'était étendu. Il faisait sortir des informations du camp grâce aux ouvriers civils de la carrière, des Autrichiens qui, sans être des résistants actifs, acceptaient de transmettre des messages. Ces messages parvenaient aux services de renseignement alliés. Des descriptions détaillées de la configuration du camp, des positions des gardes, des horaires d'exécution. La résistance espérait que ces informations mèneraient à la libération, ou au moins au bombardement du camp, mettant fin à la souffrance, même si cela signifiait leur propre mort. Mais l'acte de résistance le plus spectaculaire eut lieu en février 1945. La Mühlviertler Hasenjagd, la chasse aux lièvres du Mühlviertel. Près de 500 officiers soviétiques emprisonnés à Mauthausen ont tenté une évasion désespérée. Ils avaient été détenus dans le bloc 20, isolés des autres prisonniers, soumis à un traitement particulièrement brutal. Ils savaient que la libération approchait. Les forces soviétiques avançaient depuis l'Est, les Américains depuis l'Ouest. Mais ils savaient aussi que la SS prévoyait de les exécuter avant l'arrivée des Alliés.
Alors ils décidèrent de s'enfuir. Dans la nuit du 2 février, lors d'un raid aérien allié qui coupa l'électricité du camp, les prisonniers s'évadèrent. Ils ont submergé les gardiens, brisé les barbelés et se sont dispersés dans la campagne autrichienne par des températures en dessous de zéro, vêtus seulement de leurs uniformes rayés. Les SS se mobilisèrent immédiatement. Ils ont fait appel à des unités de la Wehrmacht, à la police locale et, plus honteusement encore, ils ont armé des civils autrichiens et offert des récompenses pour les prisonniers morts. Ce qui suivit fut un massacre. Des fermiers, des villageois, de simples Autrichiens traquaient, gelaient et assassinaient des hommes désarmés, les abattaient, les battaient à mort avec des outils agricoles, puis les livraient aux SS pour exécution. Sur les près de 500 personnes qui ont réussi à s'échapper, seuls 11 ont survécu. 11. Les autres furent massacrés en quelques jours. Leurs corps abandonnés dans des fossés, dans des granges, dans la neige. Les SS ont documenté la chasse avec fierté. Après la guerre, plusieurs civils autrichiens ont été poursuivis en justice pour leur rôle dans ces meurtres. La plupart ont écopé de peines légères. Certains n'ont jamais été inculpés. De retour à l'intérieur de Mauthausen, la résistance se préparait à la libération. Ils savaient que les SS tenteraient de détruire les preuves, de brûler les documents, de démanteler la chambre à gaz et d'exécuter les témoins restants. Alors ils ont caché des documents, enterré des témoignages, mémorisé les noms et visages des gardiens, se sont préparés à témoigner. Et lorsque les SS ont commencé à préparer la liquidation du camp à la fin avril 1945, la résistance a accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont gagné du temps. Électriciens du camp, les électriciens ont saboté les équipements. Les secrétaires du camp ont égaré les listes d'exécution. Les prisonniers au travail, les équipes ralentissaient délibérément. Et surtout, ils ont réussi à prévenir les forces américaines qui avançaient. Mauthausen existe. Des milliers de personnes sont encore en vie. Dépêchez-vous. Les Américains arrivaient, mais la question était de savoir s'ils arriveraient à temps. À mesure qu'avril 1945 laissait place à mai, Mauthausen sombra dans le chaos. Les SS évacuèrent d'autres camps devant l'avancée des Alliés, inondant Mauthausen de prisonniers venus de tout le Reich en déroute. Le camp, conçu pour quelques milliers de personnes, en comptait désormais plus de 70 000. La nourriture vint à manquer, les maladies explosèrent, les corps s'entassaient plus vite qu'on ne pouvait les brûler. Les fours crématoires fonctionnaient jour et nuit, incapables de suivre le rythme. La mort était partout. Puis, le 5 mai 1945, la libération arriva. La guerre en Europe touchait à sa fin. Il ne restait que quelques heures. Adolf Hitler était mort. Berlin était tombé. La plupart des gardes SS avaient fui plusieurs jours auparavant. Le commandant Seharis disparut dans les montagnes autrichiennes. Mais 20 000 prisonniers restaient, trop faibles pour se déplacer. Terrifiés à l'idée que les SS reviennent pour achever ce qu'ils avaient commencé. Les forces américaines de la 11e division blindée approchèrent du camp. Ce que les soldats virent dépassait l'entendement. Des silhouettes émaciées en uniforme rayé les fixaient à travers les barbelés. Des squelettes vivants, des hommes ne pesant que 32 kilos. Certains ne pouvaient pas se tenir debout. D'autres rampaient vers la clôture, tendant des mains squelettiques à travers les fils. En quelques heures, d'autres unités américaines arrivèrent. Des soldats, des infirmiers, des aumôniers. Ils coupèrent le courant de la clôture et ouvrirent les portes. Et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassait tout ce qu'on avait pu leur dire. Aucun rapport de renseignement, aucune préparation. L'odeur les frappa en premier. La décomposition, les excréments humains, la maladie, puis les corps. Des piles de cadavres empilés comme du bois de chauffage devant les baraquements. Des morts à l'infirmerie, des morts sur la place d'armes. Des morts encore allongés dans les couchettes, impossibles à distinguer des vivants, sauf qu'ils ne respiraient plus. Un soldat américain écrira plus tard « J'ai vu la mort. J'ai combattu à travers l'Europe, mais rien ne m'avait préparé à Mauthausen. » Ce n'étaient pas des soldats tués au combat. C'étaient des gens détruits systématiquement, volontairement, avec préméditation.
Je ne comprenais pas comment des êtres humains pouvaient faire cela à d'autres êtres humains. Les Américains commencèrent immédiatement à prodiguer des soins. Mais c'était compliqué. Les prisonniers qui avaient été affamés pendant des années ne pouvaient pas simplement recevoir de la nourriture. Leur corps entrait en état de choc. Le syndrome de réalimentation pouvait les tuer. Les infirmiers administraient donc de petites quantités de bouillon, des vitamines, réintroduisaient lentement les calories. Malgré cela, des centaines moururent durant la première semaine après la libération, leur corps étant trop abîmé, trop atteint. Les commandants américains ordonnèrent aux civils autrichiens locaux de visiter le camp, les forçant à voir ce qui avait été fait dans leur propre arrière-cour. « Nous ne savions pas », ont-ils affirmé, mais les Américains ne les ont pas crus. Mauthausen s'assit. À environ 20 km de Linz, la carrière a été exploitée pendant 7 ans. La pierre coulait à travers la ville. Les prisonniers ont défilé dans les rues jusqu'au sous-camp. La fumée du crématorium était visible à des kilomètres à la ronde. Ils savaient. Ils ont choisi de l'ignorer. La chasse aux coupables a alors commencé. Franz Zieris a été capturé le 23 mai, caché dans un pavillon de chasse dans les montagnes autrichiennes. Des soldats américains lui ont tiré dessus lors de l'arrestation. Que ce soit intentionnel ou non, reste débattu. Mortellement blessé, Zieris a fait des aveux avant de mourir. Il a décrit en détail le fonctionnement du camp. Il a reconnu avoir ordonné des exécutions, a accusé Himmler pour les politiques, mais a accepté la responsabilité de leur mise en œuvre. Ces aveux sont devenus des preuves cruciales lors des procès pour crimes de guerre. D'autres membres du personnel SS ont été arrêtés rapidement. Les médecins du camp responsables des expériences médicales et des sélections pour la chambre à gaz ont été capturés et jugés par les tribunaux militaires américains. Des tribunaux militaires. Reconnus coupables de crimes de guerre, beaucoup ont été exécutés par pendaison. August Eigerhuber, le Gauleiter de Haute-Autriche, qui supervisait les opérations de Mauthausen, a été jugé lors des procès de Dachau-Mauthausen et exécuté à Landsberg en 1947. Au total, 61 membres de la SS et Kapos ont été condamnés lors des procès du camp de Mauthausen-Gusen. 58 ont été condamnés à mort. 49 ont été exécutés en mai 1947. Ces procès ont établi des précédents juridiques essentiels. Ils ont prouvé que l'obéissance aux ordres ne constituait pas une défense pour les crimes contre l'humanité, que les bureaucrates qui signaient les documents étaient aussi coupables que les gardiens qui appuyaient sur la gâchette, et que le meurtre systématique, même déguisé en politique de travail, était un génocide. Mais la justice était incomplète. Des milliers de gardes SS ont disparu dans l'Europe d'après-guerre, ont changé de nom et se sont fondus dans la société. Beaucoup n'ont jamais été appréhendés. Certains ont vécu confortablement pendant des décennies. Mort de vieillesse. N'a jamais été jugé. Combien de personnes sont mortes à Mauthausen? La question semble simple. La réponse est non. Les SS tenaient des registres. Documentation bureaucratique méticuleuse. Jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. En avril 1945, à l'approche de la libération, ils détruisirent les archives. Documents brûlés. Preuves effacées. Ce qu'il reste, ce sont des fragments. Témoignages de survivants. Registres incomplets. Enquêtes médico-légales alliées. Et à partir de ces fragments, les historiens ont reconstitué une approximation de l'horreur. Les estimations les plus prudentes situent le nombre de morts à Mauthausen et dans ses camps annexes à environ 100 000 personnes. Mais ce chiffre est presque certainement sous-estimé. Il ne tient compte que des prisonniers enregistrés, ceux qui ont été inscrits dans le système du camp, à qui on a attribué des numéros, documentés. Cela n'inclut pas les prisonniers tués immédiatement à leur arrivée. Cela n'inclut pas les exécutions de masse des premières années, lorsque la tenue des registres était moins rigoureuse. Cela n'inclut pas les prisonniers transférés à Mauthausen spécifiquement pour être exécutés et jamais officiellement enregistrés. Certains historiens estiment que le chiffre réel s'approche de 200 000. Qui étaient-ils? Les prisonniers politiques constituaient le noyau d'origine. Des communistes autrichiens, des socialistes allemands, des syndicalistes.
des personnes qui se sont opposées au régime nazi et l'ont payé de leur vie. Puis vinrent les républicains espagnols. Plus de 7000 hommes qui avaient combattu contre Franco se sont réfugiés en France, ont été capturés par les Allemands après la chute de la France, puis déportés à Mauthausen. La plupart sont morts dans la carrière. Des prisonniers de guerre soviétiques. Ils sont arrivés en masse en 1941 après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Des milliers ont été exécutés immédiatement. D'autres ont été épuisés jusqu'à la mort par le travail. Les SS, qui considéraient les prisonniers soviétiques comme des sous-hommes, les traitaient plus mal que presque tous les autres groupes, à l'exception des Juifs. En 1942, les Juifs représentaient une part croissante de la population de Mauthausen. Des convois venus de Hongrie, de Pologne, des Pays-Bas, de Grèce. À mesure que d'autres camps étaient liquidés, leurs prisonniers étaient envoyés à Mauthausen pour y mourir. Au début de 1945, le camp comptait des prisonniers de plus de 30 pays. Mais les chiffres masquent l'individualité. Derrière chaque statistique, il y avait une personne, un nom, une vie. Il y avait Simon Wiesenthal, le juif autrichien qui a survécu au système de sous-camp de Mauthausen et a consacré sa vie après la guerre à traquer les criminels de guerre nazis. Il a amené Adolf Eichmann devant la justice, retrouvé des centaines de coupables cachés à la vue de tous et passé des décennies à insister pour que le monde se souvienne. Il y avait Aldo Carpi, peintre italien, emprisonné pour ses activités antifascistes. Il dessinait en secret la vie du camp, des images saisissantes de prisonniers, de gardiens, de la carrière. Ces dessins, sortis clandestinement et préservés, sont devenus des preuves lors des procès pour crimes de guerre et se trouvent aujourd'hui dans des musées. Un témoignage visuel que les mots seuls ne peuvent transmettre. Il y avait Luigi Ferri, un soldat italien qui a survécu aux escaliers de la mort et a ensuite témoigné lors des procès. Il a décrit avoir vu des hommes pousser du haut de la falaise, décrit le bruit des corps frappant le granit. Son témoignage a permis de condamner plusieurs officiers SS et il y en a eu des milliers dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Les prisonniers qui arrivaient se voyaient attribuer des numéros, travaillaient jusqu'à la mort, puis étaient incinérés. Aucun registre n'a survécu. Personne n'est resté pour se souvenir d'eux. Ils n'existent plus aujourd'hui qu'à travers une estimation statistique. 100 000. Peut-être 200 000. Des fantômes dans l'arithmétique du génocide. Les camps annexes ont encore aggravé les chiffres. Mauthausen exploitait des dizaines de camps annexes disséminés à travers l'Autriche. Gusen 1, 2 et 3 étaient les plus grands. D'immenses complexes où les prisonniers creusaient des tunnels dans les montagnes pour des usines d'armement souterraines. Des dizaines de milliers y sont morts. À Ebensee, les prisonniers creusaient des tunnels pour la production de fusées SV2. 8000 morts. À Melk, les prisonniers construisaient une usine souterraine. 5000 morts. Chaque camp annexe était un satellite de l'horreur, reproduisant la brutalité de Mauthausen à une échelle plus réduite. La libération n'a pas mis fin à l'agonie. En mai et juin 1945, après l'arrivée des Américains, de nombreux prisonniers sont morts des suites de la faim, des maladies et de la brutalité. Leur corps ne pouvait pas se rétablir. Trop de dégâts, trop de souffrances. Les médecins ont tout tenté. Ce n'était pas suffisant. Lorsque les derniers survivants ont quitté Mauthausen à la fin de 1945, transférés vers des hôpitaux, des centres de rapatriement, des camps de personnes déplacées, le site était presque vide. Une coquille vide. Les baraquements étaient toujours debout. La carrière était toujours là. Les escaliers descendaient encore dans la terre. Mais la machine s'était arrêtée. La question est alors devenue, que faire de cet endroit? En 1949, la République d'Autriche a désigné Mauthausen comme mémorial national. Le site a été préservé, non pas comme un musée de curiosités, mais comme un avertissement. Un rappel physique que les nations civilisées peuvent sombrer dans la barbarie, que la bureaucratie peut faciliter le génocide, que des gens ordinaires peuvent participer à un mal extraordinaire lorsqu'ils choisissent l'indifférence plutôt que la résistance.
Aujourd'hui, Mauthausen accueille plus de 200 000 visiteurs chaque année. Ils franchissent les portes, voient les baraquements, se tiennent dans la carrière, descendent les escaliers de la mort, désormais équipés de rampes et de panneaux explicatifs. La chambre à gaz subsiste, préservée exactement telle qu'elle a été trouvée. Les fours crématoires sont toujours là, et sur l'ensemble du site, des mémoriaux érigés par différentes nations honorent leurs morts. Pologne, Hongrie, Spé, Espagne, Union soviétique, Italie. Chaque monument est un témoignage de la souffrance et un appel à la mémoire. Le monument international, conçu par une équipe de survivants et d'artistes, constitue le point central du complexe commémoratif. Il présente des figures franchissant des barrières, une métaphore des prisonniers brisant les chaînes de l'oppression. À la base sont gravés des mots dans plusieurs langues. Plus jamais ça, 2 mots. Une promesse, un avertissement, un impératif. Mais la mémoire est fragile. À mesure que les survivants disparaissent, et aujourd'hui presque tous sont partis, le témoignage vivant s'efface. Il ne nous reste que des documents, des photographies, des entretiens vidéo enregistrés il y a des décennies. Des lieux physiques comme Mauthausen. Ceux-ci deviennent les gardiens de la mémoire, les derniers témoins lorsque les témoins humains ne sont plus. C'est pourquoi l'éducation sur la Shoah est essentielle. Pourquoi des sites comme Mauthausen doivent être préservés? Pourquoi nous devons enseigner à chaque génération ce qui s'est passé ici? Car les conditions qui ont permis le massacre de Mauthausen n'ont pas commencé avec les chambres à gaz et les murs d'exécution. Ils ont commencé par des mots. Propagande. Déshumanisation. L'érosion progressive de l'empathie jusqu'à ce que certains groupes soient déclarés moins qu'humains. Indignes de droit. Jetables. Tout a commencé par des lois qui ont privé les Juifs de leur citoyenneté. Avec des discours qui imputaient les difficultés économiques aux minorités. Des foules ont applaudi lors de l'arrestation des voisins. Avec des gens ordinaires qui ont vu l'injustice et ont choisi le silence. Avec des bureaucrates qui traitaient les dossiers en sachant qu'ils menaient à la mort, mais qui se disaient qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Avec des citoyens qui vivaient à 20 km d'un camp et prétendaient ne rien savoir, ne rien voir, ne rien entendre. Mauthausen nous enseigne que le génocide n'éclate pas du jour au lendemain. Il se construit, de façon systématique, avec de la planification et de la logistique, des budgets et des réunions. Il nécessite la participation à tous les niveaux. Des politiciens qui rédigent des lois, des hommes d'affaires qui profitent du travail forcé, des gardiens qui appuient sur la gâchette, des employés qui classent les dossiers, des citoyens qui détournent le regard. Et cela nous enseigne que la résistance compte. Que même dans les conditions les plus brutales, des personnes ont conservé leur humanité. Des prisonniers qui partageaient leurs derniers morceaux de pain, qui sabotaient du matériel, qui documentaient les atrocités en sachant qu'ils ne survivraient peut-être jamais pour témoigner, qui choisissaient la solidarité plutôt que l'instinct de survie. Leur résistance n'a pas arrêté la machine, mais elle l'a ralentie, a sauvé des vies, a préservé des preuves, a prouvé que même en enfer, on pouvait choisir la compassion. Les marches de la mort existent toujours. Vous pouvez les emprunter. Chaque marche est irrégulière, inégale, conçue sans aucune pitié. En haut, vous pouvez regarder en bas et imaginer porter 20 kilos de granit. Imaginez faire cela 12 heures par jour avec des rations de famine. Imaginez les gardiens derrière vous, des chiens, des fouets, le froid de l'hiver. Et imaginez savoir que si vous trébuchez, ils vous pousseront dans le vide. Maintenant, imaginez que vous êtes l'un des prisonniers qui ont survécu, qui ont gravi ces marches des milliers de fois, qui ont vu mourir des amis, qui ont d'une manière ou d'une autre tenu jusqu'à la libération. Et imaginez porter ce souvenir pour le reste de votre vie. Les cauchemars, la culpabilité du survivant, le poids du témoignage, voilà ce que Mauthausen exige de nous. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir des morts, mais d'honorer les survivants en apprenant ce qu'ils nous ont transmis, de reconnaître les signes avant-coureurs, de prendre la parole lorsque nous voyons la déshumanisation, de résister lorsque nous sommes témoins d'injustice, de ne jamais accepter l'idée que tout être humain est jetable. Août 1938.
Les planificateurs SS ont regardé une carrière et y ont vu une arme. Au 5 mai 1945, cette arme avait tué au moins 100 000 personnes, probablement bien plus. Le granit partait vers Berlin, les corps brûlaient dans les fours, et le monde, pendant un temps, a oublié. Mais Mauthausen refuse d'être oublié. Il demeure une preuve tangible. Les escaliers descendent toujours. La chambre à gaz existe encore. Les lieux d'exécution portent encore les traces du meurtre. Et chaque année, les survivants et leurs descendants reviennent. Ils déposent des fleurs. Ils récitent des noms. Ils pleurent. Et ils nous rappellent, cela s'est passé ici, au cœur de l'Europe, au XXe siècle, commis par des gens instruits dans une nation civilisée. Nous concluons avec les mots d'Elie Wiesel, survivants et témoins. Pour les morts et les vivants, nous devons témoigner. Ce soir, nous avons témoigné des escaliers, de la carrière, de l'appareil de mort, de la souffrance, de la résistance, de la libération, de la mémoire. Désormais, la question vous appartient. Que ferez-vous de ce savoir? Le laisserez-vous sombrer dans l'abstraction? Ou le porterez-vous en avant en reconnaissant que la lutte contre la haine n'est pas historique, elle est éternelle? La logique de Mauthausen était pire que ce que laissent entendre les gros titres. Mais plus importante encore, elle était réelle, et se souvenir de cette réalité est la façon dont nous empêchons son retour. Si cette histoire vous a ému, interpellé ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons entendre vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.